Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis Washington. Nous aborderons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. L'importance du Maroc en partenaire stratégique sur la scène internationale. Les États-Unis ne cessent de renforcer leur partenariat stratégique multiforme avec le Maroc. Présidentielle américaine, le dernier round entre Donald Trump et Kamala Harris. Le Maroc a su nouer des partenariats stratégiques et solides avec des puissances mondiales telles que les États-Unis et l'Union européenne, tout en gérant avec discernement des relations parfois complexes avec la Chine et la Russie, tirant parti de sa position géographique privilégiée au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient. Ces alliances s'étendent à des secteurs cruciaux comme le commerce, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et le développement durable. Le Royaume du Maroc joue ainsi un rôle déterminant dans la stabilité régionale, s'engageant activement aux côtés de ses partenaires pour répondre aux enjeux de sécurité, de gestion des flux migratoires et de lutte contre le changement climatique. Les infrastructures modernes, les zones franches et la stabilité politique du pays en font par ailleurs une destination attractive pour les investissements internationaux. Fort de ses partenaires, le Maroc renforce sa souveraineté, garantit la paix dans sa région et consolide son influence mondiale, affirmant sa position en tant qu'acteur international fiable et proactif. En outre, le partenariat stratégique avec les États-Unis reflète notamment une diplomatie pragmatique axée sur la sécurité, le commerce et la stabilité régionale. Avec une collaboration soutenue en matière de lutte contre le terrorisme et de croissance économique, positionnons le Maroc en tant qu'allié clé dans la gestion des défis en Afrique du Nord et au Sahel. Dans notre deuxième partie, nous abordons la campagne électorale pour la présidentielle américaine. Le débat s'intensifie alors que Donald Trump et Kamala Harris se concentrent tous les deux sur des États stratégiques en pleine évolution politique, de la Pennsylvanie à l'Arizona. Selon les sondages, Trump bénéficie d'une légère avance en Arizona, tandis que Harris détient un avantage similaire en Pennsylvanie. Les deux candidats ciblent ces zones de confrontation, Harris mettant l'accent sur le soutien des femmes, tandis que Trump s'appuie sur les questions liées à l'immigration. Par ailleurs, les courses sénatoriales dans ces États sont également très disputées, ce qui contribue à intensifier la dernière phase d'une campagne présidentielle particulièrement longue. Pour discuter de ces sujets et faire le point sur ces dossiers, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités. Notre premier invité, le colonel David Desroches, retraité de l'armée américaine, nous éclaire aujourd'hui sur l'ensemble de ces questions. Le colonel Desroches est professeur associé au Centre d'études stratégiques du Proche-Orient et de l'Asie du Sud. Auparavant, il a exercé la fonction de directeur chargé de la politique de défense au Moyen-Orient. Au sein du bureau du secrétaire à la défense, il a occupé divers postes stratégiques. Nous accueillons également aujourd'hui M. Ben Fishman, Senior Fellow au Washington Institute et membre du programme Linda Anthony Robin sur la politique arabe. Il a exercé de 2009 à 2013 diverses fonctions au sein du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Il a notamment occupé les postes de directeur pour l'Afrique du Nord et la Jordanie, de directeur pour la Libye ainsi que celui d'assistant exécutif de l'ambassadeur Denis Ross. Comme à l'accoutumée, nous avons le plaisir d'être rejoints via Zoom par l'un de nos chroniqueurs, George Landry, président de l'Institut Frontiers of Freedom depuis 1998. Cet institut, un groupe de réflexion conservateur en matière de politique publique, a été fondé par l'ancien sénateur américain Malcolm Wallop. Alors, avant d'entamer notre discussion aujourd'hui, nous nous tournons vers notre correspondante, Jihan Mansour, qui nous présentera un angle qui met en lumière la valeur, l'importance et les objectifs des partenariats stratégiques que le Maroc entretient avec divers pays. Nous vous écoutons, Jihan. Je vous remercie, Marc. En effet, les partenariats stratégiques du Royaume du Maroc avec les grandes puissances mondiales, les pays frères et amis, ainsi qu'avec les organisations régionales et internationales, constituent désormais une doctrine établie de la diplomatie marocaine, marquée par la patience, la sagesse et une attention particulière sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Comme pour tous les États, les intérêts du Maroc demeurent la priorité. Sa Majesté a ainsi fixé des conditions claires pour les partenariats et alliances.
L'intégrité territoriale et la question politique marocaine sont devenus les critères essentiels sur lesquels le Maroc évalue la viabilité de ses relations. Compte tenu de ces développements positifs impliquant des pays de tous les continents, je voudrais adresser un message clair à tout le monde. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. Face aux manœuvres des ennemis dans l'intégrité territoriale, le Maroc a su maintenir sa position en tant que principal pôle économique de la région, soutenu par l'engagement des États-Unis, de l'Union européenne, de la Chine et d'autres partenaires qui privilégient leurs relations commerciales et sécuritaires avec le Royaume du Maroc. Cette stratégie repose sur la confiance mutuelle, l'égalité et la convergence des intérêts. Dans l'optique de consolider davantage ce rôle de pionnier aux échelons africains et internationaux, le Maroc aspire au lancement du projet de gazoduc avec le Nigeria, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi, qui permettrait aux pays du Sahel et de l'Afrique australe un accès aux eaux atlantiques. Nous remercions aussi tous les pays qui traitent économiquement et sous forme d'investissement avec les provinces du sud du Royaume comme partie intégrante du territoire national. Ils accompagnent ainsi la dynamique de développement social, économique et culturel qui est à l'œuvre au Sahara marocain et conforte sa position d'axe de communication et d'échange entre le Maroc et sa profondeur africaine. Il place aussi le Sahara marocain au cœur des initiatives continentales stratégiques que nous avons lancées, comme le projet de gazoduc Maroc-Nigeria et le processus des États atlantiques africains, ainsi que l'initiative engagée pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Des accords et des alliances qui démontrent que la vision de Sa Majesté le Roi dépasse le simple profit individuel, s'inscrivant dans une logique de partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des pays de la région, du continent et même au-delà. Merci Jihan. Georges Landrit, en quoi la position stratégique du Maroc a-t-elle influencé ses partenariats avec les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et la Russie? Et comment le Royaume du Maroc peut-il tirer parti de ses relations historiques avec les États-Unis ainsi qu'avec d'autres grandes puissances internationales de ce type? C'est une question très pertinente. Si vous examinez une carte, vous remarquerez que le Maroc est très proche de l'Union européenne et se trouve à équidistance des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Morocco is at an important international crossroads on a physical basis, but I would argue even more important than that geography. Comme vous l'avez mentionné, le Maroc occupe un carrefour international stratégique. Cependant, je dirais que l'élément clé de son influence réside davantage dans le leadership fort, compétent et inspiré dont il bénéficie depuis longtemps. Ce leadership a permis au Maroc de devenir une nation stable, sécurisée et en pleine croissance, jouant un rôle de premier plan sur la scène mondiale. Very impressive because when Rome was a leader in the world, it did so by domination, not by actual inspired leadership. But Morocco has been a leader. Le monde reconnaît aujourd'hui le Maroc comme un acteur influent, non par domination, mais par la promotion de solutions durables et efficaces. C'est cette approche qui, par exemple, a conduit l'administration Trump à approuver officiellement le plan marocain pour le Sahara, un soutien que l'administration Biden a choisi de poursuivre. Ce large appui international témoigne de la sagesse de cette vision. And I think that's because people see the wisdom of it. So I would hope that America's acknowledgement and the validity. J'espère également que cette reconnaissance par les États-Unis renforcera l'adhésion d'autres nations et encouragera de nouvelles opportunités économiques, en particulier à travers des investissements étrangers, car comme vous l'avez souligné, le Maroc, par sa stabilité, constitue un hub privilégié pour investir et favoriser la croissance économique.
Parfait. Merci beaucoup, Georges Landrit. Ben Fishman, Sa Majesté le roi Mohamed VI a, dans l'un de ses discours, clairement défini les conditions de tout partenariat avec le Maroc. Citant ses propos, il a affirmé « S'agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l'affaire du Sahara sont ambiguës, nous attendons qu'ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement d'une manière qui ne prête à aucune équivoque. » Il a également ajouté la suivante, je cite, « Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. » Alors bien évidemment, c'est selon une norme claire et explicite que le Maroc évalue la sincérité de ses alliances, n'admettant aucune ambiguïté. Pensez-vous que le Maroc parvient à conjuguer pragmatisme et fermeté sans compromis sur la question du Sahara marocain? Well, the king articulated it well and clearly. Le roi l'a exprimé de manière claire et sans équivoque, ce qui lui a valu le respect des Européens, notamment de la France, qui a reconnu la marocanité du Sahara après l'Espagne. Cela témoigne à la fois du leadership marocain et de l'intérêt stratégique de l'Europe pour le maintien d'une relation étroite avec le Royaume. Comme l'a mentionné Georges, l'administration Trump, en reconnaissant l'importance du Maroc et en saluant sa signature des accords d'Abraham, a fait preuve d'une initiative audacieuse en reconnaissant également la marocanité du Sahara. L'administration Biden, bien qu'utilisant un discours légèrement différent, n'a toutefois pas modifié cette reconnaissance américaine. Sahara, they have not changed the position of recognition. Thank you, Ben. Let's bring the colonel in here. Merci Ben. Colonel David Desroches, vous avez consacré 30 ans de votre vie au service militaire jusqu'à atteindre le grade de colonel. Pourriez-vous nous parler de la relation entre le Maroc et les États-Unis sous l'angle de la sécurité, notamment ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et les renseignements? Quels défis le Maroc doit-il relever, en particulier dans cette région complexe, et comment ce partenariat avec les États-Unis contribue-t-il à renforcer la sécurité régionale et les efforts de lutte contre le terrorisme? Well, more than regional security, actually global security. So, the partnership and the cooperation. Il s'agit de bien plus que la sécurité régionale. Il est question de sécurité mondiale. Le partenariat et la coopération entre les États-Unis et le Maroc remontent à plusieurs décennies. Le Maroc étant l'un des alliés les plus anciens des États-Unis. Ce patient travail de renforcement des capacités et de l'interopérabilité, que ce soit par la formation des officiers marocains dans les académies militaires américaines, l'acquisition d'équipements ou encore l'apprentissage de doctrines opérationnelles a fait du Maroc l'un des rares pays d'Afrique non seulement à maîtriser sa propre sécurité, mais à l'exporter. Pour illustrer cela, lorsque je servais en Bosnie, une unité marocaine assurait parfois la sécurité de toute la base, accueillant le quartier général international de l'OTAN. Le Maroc est ainsi devenu un partenaire fiable, prêt à intervenir dans la région en cas de crise majeure ou de défaillance étatique. Il est aujourd'hui une puissance majeure non seulement en Afrique, mais également dans le cadre de partenariats sécuritaires avec les Européens et les Américains, contribuant ainsi à la stabilité de l'Europe elle-même. Il s'agit véritablement d'un défi en matière de sécurité. Abordons à présent les relations entre le Maroc et l'Union européenne, représentées par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne. Dans une déclaration conjointe, ils ont réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à préserver et renforcer les relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines. Georges, l'importance de ce partenariat entre l'Europe et le Maroc soutient indéniablement les intérêts commerciaux et sécuritaires des États-Unis dans le cadre de ce partenariat tripartite que nous entretenons en tant qu'alliés avec les deux parties. Comment cette relation s'inscrit-elle dans l'équation stratégique? I think the case that the United States and Morocco
Je pense que pour les États-Unis et le Maroc, cette amitié ininterrompue dure depuis plus de 245 ans. En ce qui concerne les pays européens, certains de ces alliés entretiennent des liens avec le Maroc presque aussi anciens, tandis que pour d'autres au sein de l'Union européenne, ces relations se sont forgées depuis un siècle, voire moins, et parfois seulement après la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, tous partagent un rapprochement sincère. Cette alliance perdure en raison de valeurs et de préoccupations communes et d'une volonté de coopérer pour un monde plus sûr et prospère. Le Maroc s'affirme également comme un leader politique et économique en Afrique, ce qui en fait une porte d'entrée vers un vaste et essentiel espace géographique. Son développement autonome lui a d'ailleurs valu le respect des nations européennes. C'est cette convergence de stabilité, de sécurité et de prospérité économique qui unit le Maroc, l'Union européenne et les États-Unis. Ensemble, ils forment des partenaires commerciaux et des alliés stratégiques partageant des objectifs communs en matière de sécurité nationale et de croissance économique. Cette relation repose donc sur une base solide, loin des pressions extérieures. Elle semble naturelle et authentique. These do not seem to be that kind of situation. They actually seem to be very organic. C'est tout à fait juste. Georges, tournons notre attention vers l'Afrique du Nord et la région du Sahel. J'aimerais poser la question à Ben Fishman, ancien membre du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche. Quelle est la position du Maroc face à ces multiples partenariats alors qu'il navigue à travers ce complexe échiquier de la diplomatie internationale et de la sécurité? Quelle est l'importance de ces défis pour l'Afrique du Nord et le Sahel, ainsi que pour la sécurité internationale, et comment le Maroc s'efforce-t-il de relever les défis qui se présentent à lui? Well, obviously it's in the immediate neighborhood. Il est manifeste que l'insécurité la plus préoccupante provient du voisinage immédiat. Le Sahel, en particulier, est confronté à une série de coups d'État qui rendent toute forme de stabilité et d'équité extrêmement difficile. La montée du terrorisme et des groupes radicaux à la suite de ces événements constitue un défi majeur. Cela dit, le Maroc s'engage activement à promouvoir la stabilité et à soutenir des efforts diplomatiques visant à surmonter ces enjeux parmi d'autres. Dans la région de l'Afrique du Nord, le Maroc joue un rôle de partenaire dans la résolution de la crise libyenne, ayant organisé de nombreux forums pour tenter de rapprocher les différentes parties. Malheureusement, ces initiatives n'ont pas abouti en raison des divisions au sein du camp libyen. Toutefois, le Maroc demeure un cadre neutre propice à la tenue de ces discussions. C'est tout à fait exact. Je vous remercie, Ben Fishman. Colonel, pourriez-vous nous aider à appréhender cette question sous l'angle économique? Comment la coopération militaire entre les États-Unis et le Maroc contribue-t-elle à garantir la stabilité et la sécurité de la région? Plus particulièrement, en quoi cette coopération assure-t-elle la sécurité de l'une des voies maritimes les plus stratégiques et des zones de transit essentielles pour les ports, le commerce et les opérations militaires? Comment tous ces éléments s'articulent-ils? Yeah, so the bottom line is free trade makes everybody better. En définitive, le libre-échange bénéficie à tous. Il a contribué à sortir une grande partie de la population chinoise de la pauvreté et renforce les enjeux de sécurité nationale de chaque pays. De plus, lorsque le libre-échange est établi, la probabilité de conflit diminue. L'intérêt des États-Unis pour le Maroc ne se limite pas seulement au détroit, mais s'étend également à l'ensemble de la région. Bien que l'idée du Maroc en tant que leader panafricain en soit à ses débuts, elle offre la promesse d'un modèle d'interconnexion avec l'Europe. Grâce à des ports modernes, pouvant éventuellement inciter certains pays
qui dépendent encore d'infrastructures coloniales, à favoriser davantage le commerce intra-africain plutôt que de privilégier le transit le plus direct vers les côtes. Ainsi, les investissements dans les trains à grande vitesse, la modernisation des ports pourraient, à mon sens, renforcer la coopération intra-africaine et par conséquent atténuer la stabilité endémique. Je vous remercie, colonel. Alors, dans le cadre des partenariats stratégiques, le Maroc a entrepris l'un des projets énergétiques les plus ambitieux au monde à travers l'accord relatif au gazoduc Nigeria-Maroc, suivi de l'initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui facilitera l'accès des pays du Sahel à l'océan. Je vous propose de suivre à présent le reportage suivant. Depuis les profondeurs de l'Afrique jusqu'aux rives européennes, en passant par la porte marocaine, s'étend un gazoduc d'environ 6000 km traversant 13 pays africains. Ce projet énergétique d'envergure est l'un des plus significatifs, non seulement pour l'Afrique, mais également à l'échelle internationale. Il est destiné à avoir un impact considérable sur la vie de centaines de millions de personnes dans la région, en offrant des emplois et des opportunités d'investissement, tout en établissant une infrastructure solide pour cette grande entreprise humanitaire. Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc a franchi une étape décisive avec la signature de 2 accords de coopération. Un accord bilatéral en 2018 et récemment 2 mémorandums ont été conclus, le premier entre le Maroc, le Nigeria et la Mauritanie et le second entre le Maroc, le Nigeria et le Sénégal. De plus, un protocole d'accord a été signé entre la compagnie pétrolière nationale nigériane, du pétrole et l'Office national des hydrocarbures et des mines du Royaume du Maroc, ainsi qu'avec la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour promouvoir l'activation du projet avec les pays concernés. La Banque islamique de développement et le Fonds OPEP pour le développement international ont alloué environ 60 millions de dollars pour financer les études de faisabilité et d'ingénierie de cette initiative ambitieuse. En avril 2022, la société australienne Worley a été sélectionnée pour réaliser une étude de conception technique préliminaire pour le projet de gazoduc. Selon les estimations, le Nigeria possède des réserves de gaz de 5,5 billions de mètres cubes, les plus importantes d'Afrique. Cela s'inscrit dans la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui s'efforce d'améliorer le niveau de vie des populations africaines. Le roi a également présenté l'initiative royale pour l'océan Atlantique, un projet visant à faciliter l'accès des pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Tchad, aux côtes atlantiques à travers le Maroc, et à instaurer un espace de développement économique et d'échanges commerciaux entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde, fondé sur le principe du profit mutuel. والتبادلات التجارية بين دول غرب إفريقيا وبقية دول العالم ووفق منطق الربح المشترك والشراكات الاستراتيجية. Dans le cadre de partenariats stratégiques, la diplomatie marocaine œuvre au développement des économies des pays du Sahel, à l'amélioration des conditions de vie de leur population et à la sécurisation d'une région marquée par l'instabilité. Par ailleurs, depuis une décennie, le Maroc exprime son souhait d'être un carrefour et un pont entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, et par extension vers l'Amérique. Dans la seconde partie de notre épisode d'aujourd'hui, nous aborderons la phase finale de la présidentielle américaine, une course des plus intenses. Nous examinerons les analyses et les prévisions actuelles. Le vote anticipé désormais lancé dans plusieurs États révèle un resserrement des écarts entre les candidats, soulignant ainsi le caractère particulièrement serré de cette élection qui engendre une vive tension au sein de la classe politique américaine. Nous vous retrouverons après une courte pause. Restez avec nous.
Welcome back. Nous voilà de retour. La course à la présidence des États-Unis se resserre dans les États décisifs, alors qui prendra les rênes du pays une fois que l'effervescence électorale se sera apaisée. Who will lead the United States after the dust settles? Recent polling shows former President Donald Trump maintaining a... D'après les récents sondages, l'ancien président Donald Trump conserve une légère avance en Arizona, État du sud-ouest frontalier du Mexique avec 51% des intentions de vote. De son côté, Kamala Harris dispose d'un mince avantage en Pennsylvanie, menant 50 contre 47%. Ces marges réduites illustrent la forte intensité de la concurrence, les deux campagnes concentrant leurs efforts sur ces États clés. L'économie demeure la préoccupation principale de la majorité des électeurs, un sujet qui, selon certains observateurs, favorise l'ancien président Trump, notamment en Arizona. Toutefois, Harris bénéficie d'un solide soutien en Pennsylvanie pour des enjeux tels que le droit des femmes à disposer librement de leur corps et l'accès à l'avortement, domaines dans lesquels elle détient également un léger avantage. Le vote anticipé étant en cours dans de nombreux États, l'issue de cette élection pourrait bien dépendre de l'engagement électoral et des derniers événements, rendant ainsi cette course des plus imprévisibles. À l'approche des élections, le magazine Forbes a publié un article intitulé « Les chefs d'entreprise devraient se concentrer sur des élections sûres et sécurisées », signé par l'auteur Brett Blundy. Nous vous invitons à visionner ce reportage. Le magazine Forbes a publié un article remarqué de Brett Blundy intitulé « Les entrepreneurs devraient se concentrer sur des élections sûres ». L'auteur y affirme que des élections libres et sécurisées ne sont pas seulement essentielles pour nos démocraties, mais également pour la stabilité de notre économie. Dans un contexte où les efforts se multiplient au niveau des États pour perturber le vote ou ignorer la volonté des électeurs, les entrepreneurs qu'ils dirigent, de petites, de grandes entreprises, ont un rôle crucial à jouer en prenant des mesures concrètes pour protéger la démocratie. Brett Blundy souligne que bien qu'à la suite du chaos électoral de 2020, certains chefs d'entreprise aient pris des initiatives, celles-ci restent insuffisantes. En réponse, le Congrès a récemment adopté une loi actualisant la loi sur le décompte des élections, relevant le seuil d'objection d'un membre de chaque chambre à 20%, rendant ainsi plus difficile la formulation d'objections infondées et la perturbation du processus de certification. Cependant, le problème dépasse le cadre de Washington. Au niveau des États, certaines politiques pourraient compromettre l'intégrité des élections, car de nombreux dirigeants tentent de complexifier un processus de vote supposé simple et direct. L'auteur a mis en lumière le cas préoccupant de la Géorgie, où une récente mesure de la Commission électorale impose aux comtés de procéder à un décompte manuel des bulletins déposés le jour de l'élection. Cette démarche, bien qu'ayant pour but d'assurer la cohérence avec les résultats des machines, risque d'entraîner des retards importants dans la publication des résultats, suscitant ainsi un manque de confiance dans le processus. ويمكن أن يتسبب هذا الإجراء غير الضروري في تأخيرات كبيرة في الإبلاغ عن النتائج. Brett Blundy conclut son article en mettant en garde contre les conséquences de telles complications, soulignant que la législation de la Géorgie permet également aux membres des conseils électoraux des comtés de retarder la certification des élections par appel à enquête. Par ailleurs, une enquête menée auprès de plus de 500 entrepreneurs révèle que 76% d'entre eux redoutent que de telles mesures n'engendrent une instabilité politique.
tandis que 77% craignent que ces changements ne provoquent des désaccords autour de la certification des élections. Ce climat pourrait ainsi entraîner une instabilité politique et économique à une échelle plus large. Very interesting commentary by Mr. Analyse très pertinente de M. Brett Blundy dans le magazine Forbes. Passons maintenant à George Landry. George, pourriez-vous nous éclairer sur l'évolution de cette présidentielle américaine? Le vote anticipé est en cours et les deux candidats mènent une course effrénée pour conquérir les électeurs des États clés tels que l'Arizona et la Pennsylvanie. Pouvez-vous partager avec nous votre analyse et votre témoignage sur la situation actuelle sur le terrain? My take on it is that the last couple of weeks have not been particularly great weeks for. À mon sens, les 2 dernières semaines n'ont pas été particulièrement favorables à Kamala Harris. La situation entre elle et Tim Walz semble tendue. Et alors qu'elle avait momentanément pris l'avantage, cet écart s'est peu à peu dissipé. Divers indicateurs laissent aujourd'hui penser que Donald Trump pourrait l'emporter, même si de justesse, ce qui n'était pas évident à la mi-août. Un des points faibles de Harris semble résider dans sa manière d'aborder les questions de politique. Ses réponses manquent souvent de clarté et de profondeur, donnant l'impression d'un manque de maîtrise des sujets abordés. Elle semble parfois éviter les questions sérieuses en se réfugiant dans des généralités, par exemple en évoquant simplement son parcours de classe moyenne en guise de réponse. Si cette tendance persiste, il est probable que son soutien continue de s'éroder. Bien qu'elle puisse marquer des points sur des questions telles que le droit à l'avortement auprès de certains groupes, des sondages suggèrent que ses positions sur ce sujet apparaissent pour certains un peu extrêmes. En effet, beaucoup souhaitent protéger la vie de la mère ou prévoir des exceptions pour le viol et l'inceste, mais ne se sentent pas à l'aise avec une position perçue comme favorable à des avortements au-delà du terme. Tim Walz, bien qu'il ait nié cette position, a signé une loi permettant ce type d'avortement dans son État, une mesure qui est perçue par certains comme radicale. Je pense qu'il est difficile de prétendre qu'une proportion significative d'Américains considèrent l'Amérique comme un endroit meilleur si de tels avortements étaient autorisés. En fin de compte, cela pourrait être vu comme une forme d'infanticide, un sujet extrêmement controversé. David, l'économie semble jouer un rôle déterminant dans les fluctuations des sondages. À ce jour, Trump bénéficie d'un léger avantage en matière de gestion économique. Cependant, la situation générale reste complexe avec une inflation persistante et d'autres défis économiques. Pourriez-vous nous donner votre analyse de l'état actuel de l'Amérique en abordant ses finances, son économie, ainsi que les questions d'immigration et de criminalité qui influencent également le climat actuel? À mon avis, l'immigration et l'économie constituent des atouts pour Trump et des points faibles pour Harris. La campagne de Trump a exploité ces sujets. Sous la présidence de Bill Clinton, par exemple, le prix de l'essence était une préoccupation quotidienne. Aujourd'hui, lorsque la présidente Harris et ses porte-paroles tentent de minimiser la gravité de la situation en soulignant que nous sortons d'une pandémie, ces arguments ne trouvent guère d'écho. De même, Lia Harris, en tant que vice-présidente, est voix décisive pour la loi sur la réduction de l'inflation aux difficultés économiques actuelles, semble une connexion trop abstraite pour la plupart des électeurs américains. En ce qui concerne l'immigration, il semble également jouer en faveur de Trump, bien que certains y voient un moyen de résister à la mondialisation ou même un appel sous-jacent à des tendances moins favorables dans une frange de son électorat. Néanmoins, pour son électorat de base, ce sont des thèmes mobilisateurs. La question essentielle demeure celle des indécis. Quels facteurs influenceront leur choix? En ce sens, comme l'a souligné votre correspondant, l'issue reste incertaine, comparable à un jeu de pile ou face. Ben Fishman, portez-nous au cœur de la Maison-Blanche en pleine campagne présidentielle. Vous avez travaillé aux côtés du président Obama au conseil de son Conseil de sécurité nationale durant sa réélection.
Comment l'administration continue-t-elle à fonctionner dans ce contexte, avec M. Biden et Mme Harris, des défis majeurs comme les tensions entre Gaza et Israël ou le conflit entre l'Ukraine et la Russie se superposent aux enjeux de la campagne. Comment la Maison-Blanche parvient-elle à gérer cette situation et à concilier ces nombreux défis simultanés? Right. It's very complicated. I think it varies between administrations, particularly this one because she's the sitting vice president. En effet, la situation est extrêmement complexe. Chaque administration gère ce type de contexte différemment. Et celle-ci présente une particularité avec une vice-présidente en exercice et des conseillers de campagne provenant en grande partie de l'administration, notamment en matière de politique étrangère et économique. Theoretically, there's a firewall between most of the White House staff, regardless foreign policy or domestic policy, and the campaign Théoriquement, un pare-feu juridique sépare le personnel de la Maison-Blanche, chargé de la politique étrangère et intérieure, de celui de la campagne. Bien que ces exceptions existent, nous constatons toutefois que la vice-présidente est capable de présenter des positions similaires, voire légèrement divergentes de celles de l'administration Biden. Par exemple, avant la mort de Sinwar, elle a affirmé qu'Israël devait augmenter l'aide humanitaire gazaoui. Et ce message a été publié sur son compte officiel de vice-présidente et non celui de sa campagne. Nous observons ainsi une certaine convergence avec la position actuelle de l'administration Biden. Cependant, elle peine à clarifier ce qui distingue ses orientations politiques de celles de Joe Biden, aussi bien en politique intérieure qu'en politique étrangère. En théorie, comme je l'ai expliqué, la distinction ne concerne pas seulement les positions politiques, mais également la structure même de la campagne. Yes, very true. Tout à fait. Georges Landrit, comme l'a souligné Ben, cela représente un défi pour quiconque est en fonction et aspire à accéder à un poste supérieur, notamment dans la transition de vice-président à président. Indépendamment de l'issue de cette élection, qu'il s'agisse de Trump ou de Kamala Harris, le prochain président sera perçu défavorablement par une part importante de la population américaine. Cette perception affaiblit leur popularité et complexifie leur capacité à exercer un rôle de leader sur la scène internationale. Pensez-vous que cet obstacle puisse représenter un véritable défi pour le futur président? Et comment, selon vous, les deux candidats pourraient-ils surmonter cette situation et répondre efficacement à ces attentes? Well, I think nothing leads to success like success. And so I think if they Je work pense hard to que accomplish rien things, ne conduit davantage au succès que le succès lui-même. Si ces leaders s'engagent pleinement et parviennent à résoudre des problèmes cruciaux, cela pourrait transformer les perceptions, même en cas d'impopularité initiale sur la scène internationale. Par exemple, si des solutions sont trouvées aux crises au Moyen-Orient ou en Ukraine, cela changerait la donne, car la plupart des gens sont pragmatiques. Les résultats concrets sont un atout considérable. On peut comparer cela à un médecin que l'on trouve peu agréable, mais qui guérit d'une maladie grave. Son efficacité prime sur son attitude. De la même manière, le succès appelle le succès, tandis qu'un échec initial pourrait amplifier les difficultés. Il est donc essentiel d'obtenir des résultats dès le départ pour bâtir sur une dynamique positive. and so the pressure will be to find a way to succeed early on. Yes, very true. Okay,
Très juste. Alors David, examinons cela sous l'angle de la Chine, notamment en ce qui concerne les questions commerciales. Les deux candidats se sont engagés à maintenir un certain niveau de droits de douane, bien que Trump favorise des mesures beaucoup plus strictes, qu'il considère comme un levier de croissance économique et de contrôle face à la Chine. Harris, quant à elle, privilégie une approche plus modérée. Tous deux cherchent toutefois à orienter leur politique en prenant en compte le rôle de la Chine comme prochain grand défi mondial, une question que nous avons déjà abordée dans cet épisode. Selon vous, comment les relations entre Washington et Pékin pourraient-elles évoluer en fonction de l'élection de l'un ou l'autre de ces candidats? Effectivement, il y a un véritable problème lorsque les deux partis adoptent des positions largement similaires. Je ne perçois pas de divergence significative, honnêtement. Le défi ici est ce qui différencie la confrontation avec la Chine de celle que les États-Unis ont menée contre l'Union soviétique durant la guerre froide, réside dans l'interdépendance commerciale qui nous lie. Nous ne remettons donc pas en cause les fondements de cette relation. Il n'est aucunement question d'embargo malgré les persécutions de la population musulmane dans l'ouest de la Chine. La situation au Tibet ou encore les manœuvres militaires autour de Taïwan. La discussion porte davantage sur la révision des relations commerciales en réponse aux restrictions chinoises sur les importations, la manipulation des taux de change ou les subventions internes afin de rétablir un équilibre qui ne menace pas l'emploi aux États-Unis. Ben Fishman, examinons deux autres enjeux de taille auxquels la Maison-Blanche et le monde font face actuellement. Le premier concerne Gaza et Israël, où des efforts continuent d'être déployés en faveur d'une paix durable. Simultanément, la situation complexe entre la Russie et l'Ukraine constitue un second défi de premier ordre. La Maison-Blanche s'efforce ainsi de concilier ces crises tout en soutenant Kamala Harris dans sa course à la victoire. Dans le même temps, Donald Trump mobilise tous ses moyens pour contrer cet objectif. Comment cette équation internationale se décline-t-elle face à ces deux crises majeures? So, first of all, there's always a debate how much foreign policy matters in a campaign. La place de la politique étrangère dans une campagne électorale est un sujet de débat récurrent. Bien qu'elle soit prioritaire pour une certaine frange de la population, son importance est variable. Commençons par la Russie et l'Ukraine, car cet enjeu marque une divergence politique majeure. Il semble probable que l'administration Harris poursuivrait la politique de soutien de l'Ukraine, déjà engagée par l'administration Biden, en consolidant l'appui des alliés de l'OTAN et en accentuant les pressions sur la Russie. À l'inverse, Trump a plusieurs fois exprimé sa relation particulière avec Poutine, que l'on sait désormais maintenue même après sa présidence. Quant à la situation à Gaza, et maintenant avec l'Iran, le contexte reste extrêmement incertain, notamment après l'assassinat de figures comme Nasrallah et Sinwar. Hopefully there'll be a resolution to Gaza, which L'administration Biden, comme une potentielle administration Harris, continuerait probablement à œuvrer pour une résolution à Gaza. Cependant, on peut supposer que Trump adopterait une posture plus ferme envers l'Iran, rappelant l'élimination du chef du corps des gardiens de la révolution islamique, Qasem Soleimani. Malgré son image d'homme fort en politique étrangère, Trump s'est montré relativement prudent face à certains défis au Moyen-Orient durant son premier mandat. We're going to close the book
Nous arrivons à la fin de cet épisode et nous vous remercions sincèrement de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives grâce à nos éminents invités d'aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre les plateformes de Médien TV sur les réseaux sociaux. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à notre invité de cette semaine, le colonel David Desroches, ainsi qu'à Ben Fishman et notre chroniqueur Georges Landrit. Nos remerciements vont également à notre correspondante Jihan Mansour, ainsi qu'à l'excellente équipe de production dirigée par notre réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Je suis Mark Feifel et je m'adresse à vous, chers téléspectateurs, en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington.